On va passer maintenant à la zone intermédiaire du système fluviatile, zone intermédiaire dans laquelle vous avez à la fois du transport et de la déposition partielle de sédiments. Pour comprendre les processus, on peut se rapporter à une figure que vous avez probablement déjà vue, notamment en cours de sédimentologie, qui vous donne la vitesse de l'eau dans un courant donné en centimètres par seconde en fonction de la granulométrie des sédiments qui sont transportés. Et l'un par rapport à l'autre permet de définir des zones pour lesquelles vous allez pouvoir transporter les sédiments, des zones pour lesquelles vous allez éroder le substratum qu'il y a sous votre cours d'eau et des zones dans lesquelles vous allez avoir sédimentation. Donc là, on va se placer dans un premier cas où on considère qu'on transporte les sédiments et quelles sont les géomorphologies, les morphologies associées à ce type de transport en milieu fluviatile dans la zone intermédiaire. Alors tout d'abord, on va distinguer trois grandes familles de systèmes fluviatiles. Là aussi, ça fait probablement une redite avec la sédimentologie. Nous, on va se concentrer principalement sur leur description morphologique. Donc ces grands types, c'est tout d'abord le réseau rectiligne. Ensuite, on a le réseau méandriforme et le réseau en tresse. On a de la gauche vers la droite une augmentation de la pente associée à ce type de réseau fluviatile. Donc on va décliner chacun de ces types de réseaux en partant du réseau en tresse, qui est finalement le réseau associé à une pente les plus fortes et qu'on trouve en amont la plupart du temps des systèmes fluviatiles. Avant ça, une description très générale de ces trois systèmes. On a sur ces graphiques-là la profondeur P et la largeur des chenaux en fonction de leur pente S. Et on peut voir qu'il y a une évolution le long des cours d'eau depuis les chenaux en tresse, donc en amont, vers les chenaux méandriformes et puis les chenaux droits. On a une augmentation de la profondeur, une diminution de la largeur et une diminution de la pente lorsqu'on passe d'un chenot en tresse à un chenot méandriforme, puis un chenal de type rectiligne. Ça se traduit également, ce type d'évolution, par une évolution de la charge solide qui est transportée, qui vous est donnée ici en grammes par minute sur l'axe des ordonnées en fonction de la pente. Et on peut voir que les chenaux en tresse qui ont des pentes plus fortes ont la capacité de transporter une charge solide un peu plus importante, des grains qui vont être plus grossiers, alors que les chenaux en méandre vont être dans une gamme de charges solides intermédiaires et les chenaux rectilignes, eux, vont transporter peu de sédiments et des sédiments qui vont être plus fins. Si on décline maintenant chacun des types de réseaux, on va se concentrer dans un premier temps sur le réseau en tresse. Alors, comment on peut le décrire en termes de géomorphologie? Encore une fois, je ne vais pas m'intéresser à la sédimentologie, que normalement vous devez voir avec Monsieur Malartre. Donc en termes de géomorphologie, le chenal en tresse se caractérise par un grand chenal principal qui est constitué par plusieurs sous-chenaux qui sont très instables. Ce grand chenal a une faible sinuosité, il est relativement rectiligne, il a une pente et une largeur forte, c'est ce qu'on vient de voir, et une profondeur faible. Et au sein de ce chenal, il y a une forte instabilité. Cette forte instabilité est liée au régime d'écoulement qui est turbulent et on a une capacité de transport de ces rivières qui est assez importante. Vous êtes tous allés probablement dans les chaînes de montagne dans lesquelles vous avez vu ce genre de rivières et vous avez tous vu que ces rivières, elles étaient associées à des sédiments qui étaient grossiers, des graviers, des galets, des blocs, voire des blocs qui peuvent faire plusieurs mètres de taille. Donc ce sont des rivières très puissantes qui ont la capacité de transport importante. Donc un chenal unique constitué par des sous-chenaux, je vais y arriver, excusez-moi, pente et largeur forte, profondeur faible et une forte instabilité de ces sous-chenaux. Les différents sous-chenaux sont séparés par ce qu'on appelle des barres, mais là c'est quelque chose que vous devez voir en sédimentologie. Alors des exemples naturels de rivières en tresse, eh bien, vous avez celle-ci qui se trouve en Asie centrale, en Chine, qui est la rivière de la Jinguru. Et on voit donc un grand chenal principal que je vais souligner en rouge. Voilà les bords du grand chenal, l'autre bord qu'on a ici. Alors il y a une certaine sinuosité, mais celle-ci est faible, hein. Vous pourrez comparer par la suite avec le réseau méandriforme.
Et à l'intérieur de ce chenal, vous voyez un certain nombre de sous-chenaux plus petits, voilà, ce genre de choses, qui forment cette géométrie en tresse caractéristique. Et ces sous-chenaux, j'ai du mal à le dire, excusez-moi, sont séparés par différentes barres de sable, de gravier. On peut avoir ici en jaune. Donc voilà un exemple. Un autre exemple pour vous montrer que ça peut avoir des tailles très différentes. Alors je crois que c'est en Alaska, je me souviens plus très bien où j'ai récupéré cette image, mais vous voyez, on trouve le même principe, un grand chenal avec des sous-chenaux, et vous voyez la taille avec une échelle qui fait 15 km, qui vous donne la taille de ce genre de système fluviatile. On peut avoir différentes tailles, hein, depuis des réseaux en tresse, des systèmes en tresse qui vont faire quelques mètres de taille ou jusqu'à, vous voyez, plusieurs kilomètres de taille. Donc pour terminer, une petite vidéo pour illustrer le caractère très instable des sous-chenaux dans un réseau en tresse. Donc là, vous avez une vue par-dessus d'un système analogique. Donc on a disposé une espèce de sable, en fait ce sont des petites billes de verre, mais avec un chenal préconstruit au cœur d'un espèce de tas de sable qui a été aplani, si vous voulez, et on va faire couler de l'eau au travers de ce chenal. Et vous allez voir, donc, il y a un chenal principal qui se met en place, et on peut voir un certain nombre de petits sous-chenaux qui bougent extrêmement rapidement. C'est très instable. Et ça, en fait, c'est avec des barres de sable qui sont entre ces différents chenaux. Et bien ça, c'est assez caractéristique des réseaux en tresse. Une très forte instabilité à l'intérieur même du chenal, euh, d'une heure à l'autre, d'une journée à l'autre. Si vous allez voir la même rivière, eh bien, vous pouvez ne pas reconnaître les différents petits chenaux qui constituent la rivière en tresse. Voilà, j'en ai terminé avec les rivières en tresse. On va passer maintenant aux rivières méandriformes.